Nous sommes le mardi 9 février 2016 et je vais vous parler d'un certain nombre de sujets en 7 heures au lieu de 10 heures du matin. Alors, je vais commencer par parler du cycle de 7 ans, qu'on appelle maintenant le système hebdo, HEBDO, en référence à 7 hebdomadaire et 7 hepta, en montrant méthodologiquement, ce qui me paraît fondamental, c'est que quand on décrit quoi que ce soit, il faut décrire deux situations, deux cas de figure, deux mondes, deux attitudes. Jamais une seule. Nous disons voilà, il y a A et B, on est actuellement en A, on va vers B, on est actuellement en B, on va vers A. Il y a un groupe A, mais il y a en face un groupe B, il y a un groupe B, il y a en face un groupe A. Cette exigence épistémologique, elle n'est pas respectée pour différentes raisons. D'abord parce qu'on va nous dire, mais c'est pas si simple, c'est pas binaire. Donc il y a un nombre illimité de cas de figure, donc on ne peut pas les référer les uns par rapport aux autres. Voilà l'argument qui fait qu'on va parler, comme font par exemple les astrologues, ils vont décrire une certaine situation, une certaine personnalité, mais ils ne vont pas la situer par opposition à une autre situation, une autre personnalité, parce que pour eux, ça ne fait soi-disant pas sens, parce que la réalité est plus complexe. Alors, cette complexité, on ne peut pas la contester en soi, mais cette complexité, c'est une complexification. Donc il faut revenir à des notions simples, quitte ensuite à les complexifier. De même qu'on peut parler d'un groupe de plusieurs millions de personnes, ou d'un pays de plusieurs millions de personnes, en posant des termes généraux, et puis, dans un deuxième temps, on peut éventuellement, bien entendu, euh, préciser, indiquer un certain nombre de diversités, parler d'individuation, parler de particularité, etc. Mais ça se fait dans un deuxième temps. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, cette complexité réelle, elle est un aboutissement, et on ne travaille pas au niveau scientifique avec des aboutissements. De même qu'un fleuve ne se définit pas par ses ramifications multiples, diverses et contingentes qui peuvent se produire à un certain stade. Il se définit d'abord par ses axes principaux. Mais effectivement, quelque part, quand on aborde une réalité, elle nous apparaît dans son extrême complexité. Et on ne la capte pas dans sa genèse, on ne la capte pas dans son évolution. Ou en tout cas, on la capte dans son évolution finale, mais pas dans son processus d'évolution. Ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Donc, voilà ce que je dirais. Alors, à ce sujet, je dirais qu'en effet, on peut développer philosophiquement, si on veut dire, des phénomènes réversibles. Par exemple, on peut dire, tantôt il y a l'unité d'un ensemble dans sa diversité, et de l'autre côté, il peut y avoir une diversité par l'unité. C'est-à-dire que dans un cas, nous avons un ensemble extrêmement hétérogène, mais qui revendique son unité, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Ils sont dans un même espace, ils sont dans un même espace-temps, et donc il y a une unité qui n'implique absolument pas la fin de la diversité. En revanche, dans l'autre cas de figure, il y a une unité qui met fin à la diversité. Ou plus exactement, qui renouvelle l'ensemble des messages, l'ensemble des contenus, de façon à ce que cette diversité parle d'une même voix. C'est un peu parler comme un nettoyage, une vaisselle.
on lave les assiettes sales, donc toutes différentes, et on arrive à montrer que ce sont les mêmes assiettes. Voyez-vous, là l'exemple est bon. Parce que si on part des assiettes sales, on va dire, ah, regardez, comme tout ça est très compliqué, comme ça est très divers. Regardez, aucune assiette ne ressemble à l'autre. Et dès lors qu'on a nettoyé ces assiettes, elles se ressemblent bel et bien. Voilà un petit peu le schéma fondamental. Maintenant, pour l'ajuster au cycle hebdo, il suffira de dire qu'en phase conjonctionnelle, par exemple, lorsque Saturne est conjoint à l'un des deux axes, l'axe Aldébaran Antares ou l'axe Fomalo-Régulus, ce qui se produit tous les 7 ans environ, en moyenne, eh bien, on est dans une phase de renouvellement du message collectif, de mise à l'unisson du message collectif, ce qui implique effectivement une évacuation des anciens messages, d'autant plus que ces anciens messages se sont eux-mêmes extrêmement diversifiés. Du fait de la pratique, du fait de toutes sortes de pratiques qui finissent par diversifier. Parce que la pratique, elle est diversifiante par rapport au modèle initial. Il faudrait quand même le rappeler. Donc elle est vivante, elle crée des différenciations, elle crée des particularismes. Et au bout d'un certain moment, effectivement, à la moitié du cycle, on y reviendra tout à l'heure, parce que la moitié du cycle, c'est aussi intéressant pour la menstruation. À la moitié du cycle, ce phénomène d'unité des comportements, d'unité des messages, il finit par être de moins en moins perceptible. Parce que, justement, avec le temps, des diversifications se sont produites. Alors, je donne toujours cet exemple de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, où, à partir d'un point de départ strictement identique, à savoir, par exemple, qu'au rez-de-jardin, il y a, je ne sais pas, une douzaine de banques, une dizaine de salles, on en arrive à ce que chaque salle ait des particularités dans son mode de fonctionnement, qui n'étaient absolument pas prévues au départ, mais qui correspondent à des interprétations différentes d'un même objet, d'un même règlement, d'une même situation. Donc, c'est un processus assez normal qui aboutit à ce second cas de figure dont je parlais tout à l'heure, à savoir que l'on reste dans une unité qui a été créée au départ autour d'un même message. On reste dans une unité, mais avec des messages différents. Et c'est ce que j'appelle donc cette diversité dans une unité qui finalement reste extrêmement de façade, mais qui historiquement a sa réalité. Puisque cette unité, elle est issue d'une véritable unité qui s'est en quelque sorte perdue en route, mais qui reviendra, puisque c'est cyclique. Alors, je faisais allusion tout à l'heure à la menstruation, sujet qui m'intéresse de plus en plus, puisque dans le cycle hebdo, quelque part, nous avons tendance à vouloir que l'on mette en parallèle le cycle de Saturne de 28 ans et le cycle de la Lune de 28 jours. Dans ce cycle de la menstruation, qui est donc d'un mois par rapport au cycle de 7 ans, donc 84 fois plus rapide, on nous dit généralement que ce cycle de 28 jours aurait un rapport avec la Lune, bien que sur ce point-là, il semblerait qu'on n'en soit pas absolument certain. Enfin, moi, ce n'est pas mon sujet véritablement, mais on nous dit parfois, par exemple, que la fécondation a lieu à la pleine lune, c'est-à-dire 14 jours, en gros, après la nouvelle lune. La nouvelle lune qui est la conjonction de la lune avec le soleil. Nouvelle lune qui n'est pas la lune noire,
Je sais bien qu'en astrologie, on emploie ces termes-là pour autre chose, pour le second foyer de la Lune, mais on peut aussi parler de la Lune noire pour dire quand il n'y a pas de Lune, quand il y a une conjonction, mais en réalité, traditionnellement, la nouvelle Lune, c'est lorsque il y a un premier très faible croissant de Lune qui apparaît. C'est ça la nouvelle Lune, c'est pas lorsque on est dans la nuit noire. Et chez les Hébreux, pendant longtemps, puisque ça correspondait au début du mois, parce que le début du mois chez les Hébreux a toujours été ancré sur quelque chose de très précis, alors que le Shabbat, lui, est quelque chose de beaucoup plus flou au niveau de, non pas de la périodicité, mais du point de départ de la périodicité, puisque le Shabbat ne démarre pas avec le nouveau mois, le Rosh Chodesh. Il peut passer, il peut être à cheval sur 2 mois, etc., etc. J'ai montré à quel point c'était un peu problématique. Mais le Rosh Chodesh, par contre, est quelque chose de très cohérent, parce qu'il y a des repères astronomiques précis, et autrefois, il y avait un vigile, il y avait une sentinelle qui guettait le premier rayon, le premier croissant. Le mot croissant est important parce que c'est un terme qu'ont repris les musulmans, et qu'en France on désigne par là une viennoiserie, pour des raisons qui viennent justement du siège de Vienne de 1783, en l'honneur de l'échec des Turcs, qui étaient justement les adorateurs, si on peut dire, de la Lune, enfin, dont la symbolique, dont les blasons étaient lunaires. Et donc, il y aurait une fécondation qui s'articulerait pendant 5 jours autour de cet axe, en fait, c'est un axe finalement, pleine lune, nouvelle lune, opposition, conjonction, soleil-lune. Cet ensemble de 5 jours se diviserait en 2 temps exactement égaux de 2 jours et demi, 2 jours et demi, et au bout de 2 jours et demi, la fécondation. Moi, je vous donne ces informations, je les ai glanées quelque part pendant le dernier salon du bien-être. Ça reste encore très, très nouveau pour moi. Mais ce parallèle n'est pas sans intérêt, puisque je suis fasciné par ce parallèle entre la Lune et Saturne, et il est évident que si le cycle lunaire est connu probablement des milliers d'années avant le cycle de Saturne, parce que le cycle de Saturne a exigé un progrès de l'observation astronomique et de la différenciation entre planètes et étoiles dans le ciel, donc c'est beaucoup plus tardif. Néanmoins, l'importance accordée à Saturne est certainement inspirée par l'importance accordée depuis des millénaires auparavant à la Lune. Parce qu'on a les mêmes chiffres, d'où la semaine de 7 jours, d'où le cycle hebdo de 7 ans environ. Donc, voilà un peu le schéma tel que je le présente aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un outil utile, j'ai qu'à le dire, puisque cela permet de définir tout un processus. Je parle donc du cycle de Saturne, je laisse de côté la menstruation. Et actuellement, par exemple, il y a des choses qu'il ne faut pas faire à contre-temps. On comprendra bien cela. Et beaucoup d'astrologues font les choses à contre-temps parce qu'ils ne connaissent pas les vrais cycles. Et rien n'est pire que d'avoir de mauvais cycles, des cycles qui sont faux. Il vaut mieux ne pas en avoir du tout. Parce que quand on n'en a pas du tout, au moins, on capte quelque part en soi, dans l'air, des choses qui correspondent à cette réalité cyclique. En revanche, quand on a des informations, soi-disant, ce que j'appelle la surconscience, qui sont fausses, non seulement on ne connaît pas les vrais cycles, mais on ne capte pas autour de soi les vrais cycles non plus, empiriquement, parce qu'on projette les cycles astrologiques qu'on a établis. Donc ça, c'est la pire des situations. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas d'astrologie qu'une mauvaise astrologie, ou qu'une fausse astrologie. Donc, j'en parlais l'autre jour avec Cécile Gordon, qui disait cela. Bon,
On peut ne pas connaître certains cycles parce qu'on doit être attentif à leur émergence, à leur manifestation. De même qu'on peut ne pas définir exactement ce qui distingue les hommes et les femmes, mais on peut aussi capter certaines choses, et ça vaut parfois mieux de les capter que d'avoir de fausses représentations. Tout le rapport entre surconscience et subconscience. La surconscience, ce sont des discours qui sont plus ou moins décalés par rapport à la subconscience, et la subconscience, on peut la définir par des modèles, mais souvent ce n'est pas le cas, et à partir de ce moment-là, il faut la vivre, ce qui n'est déjà pas si mal. Ce qui est moins pire que de vivre d'après des schémas de surconscience, des poncifs, des modèles dépassés ou erronés, etc. Donc, résumons-nous, n'est-ce pas? Il y a des temps, comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Donc, il y a un temps où il faut demander aux gens d'évacuer ce qu'ils savaient déjà, ce à quoi ils se sont habitués, ce qu'ils ont pratiqué autrefois, pour qu'ils se renouvellent, pour qu'ils s'unissent, puisque cette pratique les a différenciés les uns des autres finalement, pour qu'ils s'unissent dans un seul et même message, qui va permettre à des gens de se joindre à eux, puisqu'il n'y aura pas ce bagage initial, cet acquis entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui connaissent la pratique et ceux qui ne la connaissent pas, puisqu'on remet les pendules à zéro, les compteurs à zéro. Donc, il y a quelqu'un, un leader, il ne faut pas se voiler la face, on est en face de personnages relativement emblématiques et solitaires. Pour parler comme dans la Bible, lorsque Jéthro s'adresse à Moïse en lui disant « tu es un solitaire ». Et quand Dieu s'adresse à Adam en lui disant « tu es seul ». On va t'entourer, on va t'amener des auxiliaires, on va t'aider. Bon, de toute façon. Et donc, un leader, un gourou, un chef, un guide, un fureur, peu importe, qui va conférer à l'ensemble du groupe qui se déclare, continue à se déclarer comme faisant partie d'un seul et même ensemble, en dépit de toutes les différences dans les pratiques, dans les méthodes, dans les attitudes. Ils savent qu'il y a quelque chose fondamentalement d'unitaire à rechercher et à retrouver. Très bien. Et donc, il faut recentrer cette unité sur un message nouveau, qui dans la mesure du possible doit être aussi un message qui soit ancré sur la source du processus, qui restaure l'originalité, l'origine du processus. Comme le ferait un Mahomet qui disait, voilà, Mahomet qui disait, voilà, je vous propose de revenir aux sources de la religion, aux sources du monothéisme. Et donc, qui arrive à former une nouvelle société autour de valeurs identiques, non seulement dans leur conception initiale, mais dans leur pratique du moment, quitte ensuite à ce que les choses se diversifient. Au bout d'un certain temps, de même qu'elles se salissent, voilà. Mais on peut les nettoyer. Si on sait les nettoyer, on retrouve une certaine forme d'unité dans le comportement et non pas simplement dans des références virtuelles. Une unité virtuelle qui est perdue, qui n'est plus vécue comme telle, véritablement, dans les faits. Et puis, effectivement, au bout d'un certain temps, disons au bout de 3 ans et demi, 3 ans et demi qui sont souvent constatés par certains chercheurs, notamment au niveau de la vie du couple, de ce que ça vaut. Et à ce moment-là, force est de constater que il faut avoir un autre discours. C'est-à-dire, il faut dire, voilà, dont acte, il y a une diversité, on va la référencer, cette diversité. Par exemple, moi j'ai publié des guides des astrologues, où je montre comment chaque astrologue, je ne sais pas, sur des centaines de personnes, a un parcours qui lui est propre, a une histoire qui lui est propre, mais qui se retrouve malgré tout derrière dans le même ouvrage.
Voilà, par exemple, le guide astrologique paru en 1997, voilà, où il y a des tas d'astrologues qui m'ont d'ailleurs envoyé chacun leur petite notice, voilà, leurs adresses, etc. Donc, il y a cette stratégie qu'on peut également suivre, que moi-même j'ai suivi aussi. Parce qu'il y a des temps où j'ai voulu unifier par le message, par le contenu, le milieu astrologique, et d'autres temps où je me suis contenté d'unifier en faisant figurer cette diversité au sein d'un même ensemble, un même livre, ou au sein d'une même télévision, ou au sein de colloques qui montraient la diversité et faisaient cohabiter cette diversité. Je ne vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en phase conjonctionnelle, puisque tout le monde est en phase conjonctionnelle actuellement, en tout cas ceux qui sont capables de la capter. Et donc le temps n'est pas à la disjonctionnalité, c'est clair. Donc le temps n'est pas à faire cohabiter la diversité. Certains des colloques que j'organisais au mois de décembre n'étaient pas encore parfaitement clairs à ce sujet. Je m'en excuse. On a pu croire que je voulais rétablir une certaine diversité des méthodes, des pratiques. Le colloque de 2004, par exemple, le grand colloque de 2004, a été un colloque sur la diversité extrême des attitudes astrologiques au sein d'un même espace et d'un même congrès. Ça, c'est la logique disjonctionnelle. L'autre démarche, c'est celle, par exemple, d'un Jean-Pierre Nicolas, qui a réuni périodiquement des colloques autour d'une même école de pensée, d'un même langage, parce que c'est ce qui caractérise généralement une nouvelle mouture, une nouvelle théorie, un nouveau message, c'est quelque part qu'il y a des expressions particulières qui permettent de montrer qu'il y a de la nouveauté, c'est symbolique. Donc, Jean-Pierre Nicolas, à partir des années 60, et notamment à partir des années 70 et 80, quand il a créé le COMAC, l'organisation du mouvement astrologique constitutionnaliste, on notera d'ailleurs qu'il emploie le mot mouvement, qui est à l'époque celui de mon association, et qui est toujours le mouvement astrologique, c'est pas probablement un hasard, mais c'était dans l'air. Le COMAC, dans le COMAC, il y a le M du MAU, le MA du MAU. Et donc, des réunions de gens qui pratiquent, qui utilisent le même langage, qui se réfèrent au même modèle, au même gourou, quelque sorte, le même maître à penser, qui est M. Jean-Pierre Nicolas, né en 1928, et qui donc aujourd'hui a un certain âge, puisqu'il va sur ses 90 ans en 2028. Et en 2028, en 2018, j'entends, excusez-moi, en 2028, il aura 100 ans. Et donc, ce groupe n'a évidemment pas réussi à entraîner l'ensemble des astrologues français et encore moins étrangers. On peut le regretter d'une certaine façon. Et donc finalement, ces tentatives successives de recentrage qui auraient dû se produire tous les 7 ans n'ont pas non plus vraiment abouti, pour des raisons qu'on pourrait discuter. Ce serait un peu trop compliqué à chercher ces raisons ici, il faudrait en parler avec d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a là une tentative conjonctionnelle d'unifier autour de nouvelles bases, avec de nouvelles démonstrations, de nouveaux arguments, de nouvelles références, l'astrologie pour un certain nombre de personnes qui se disent astrologues. Parfois, on peut penser aussi aux sidéralistes, qui ont également reformulé un certain nombre de choses sur les maisons, sur les signes zodiacaux. Je pense notamment à un leader comme Jacques Dorsan, et qui a effectivement autour de lui renouvelé le discours astrologique et attiré à lui, d'une manière ou d'une autre, un certain nombre d'astrologues, anciens astrologues ou nouveaux astrologues, qui sont passés à cette procédure. Donc on a, dans le milieu astrologique, un certain nombre d'auteurs, de chercheurs, de penseurs, qui ont autour d'eux
essayer d'unifier à une échelle variable, qui ont réussi à unifier une certaine population astrologique. Résultat des courses, d'ailleurs, on a quand même un certain nombre de groupes comme cela qui cohabitent de toute façon, ce qui fait que finalement, ça crée aussi cette unification conjonctionnelle, aboutit à quelque part de la diversification tout de même. Mais il ne faut pas désespérer, et on peut toujours penser que de nouveaux messages arriveront qui, eux, parviendront à unifier. Mais la notion d'unification, il faut bien la comprendre. Il s'agit d'unifier. Ça ne veut pas dire que les anciens modèles auront nécessairement disparu, mais ils seront marginalisés, si vous voulez. Ils seront désactivés, quelque part. Cette unification, elle implique en réalité d'amener à l'astrologie des gens nouveaux, d'amener à l'astrologie des professions qui ne s'intéressaient pas à l'astrologie. Donc c'est un processus de conquête, non pas seulement du milieu astrologique tel qu'il est, mais de conquête, de recrutement de nouvelles vocations, de nouvelles personnes, de nouveaux domaines. C'est bien ça dont il s'agit. Donc il ne faut pas non plus avoir une vision décalée de ce processus d'unification. Il s'agit que au fond d'un problème de majorité, il s'agit que la majorité des personnes qui s'intéressent à l'astrologie, et pas seulement des astrologues du passé, que la majorité à un moment donné, que la majorité des gens qui s'intéressent à l'astrologie ait une vision nouvelle et commune sur le plan théorique et sur le plan pratique, en tout cas pendant un certain temps. Et même si après il y a des diversités, ces diversités elles seront relatives parce qu'elles seront au sein d'un certain système. Et non pas au sein d'une diversité hallucinante de systèmes nés à différents moments, à différentes époques, etc. Voilà ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, bien évidemment. Donc il s'agit, en ce qui me concerne par exemple, il ne s'agit pas tant pour moi de persuader des astrologues de changer, mais il s'agit de trouver des gens qui veulent devenir astrologues avec d'autres règles, avec d'autres bases. Et on sait très bien d'ailleurs que le milieu astrologique actuel est vieillissant, qu'il n'arrive pas à recruter. Donc on voit bien que de toute façon le problème se pose. De toute façon il se pose. Parce que c'est ça la question. C'est qu'en phase disjonctionnelle, il y a une crise du recrutement. Parce que quand on est, et ça je le dis très clairement, c'est la fameuse histoire de liberté, égalité, fraternité sur la Révolution, quand on est avec des pratiques extrêmement lourdes, extrêmement stratifiées, extrêmement complexes, on ne peut plus recruter. Pourquoi ? Parce que ces groupes se sont cristallisés autour d'un certain type de personnes, un certain style de personnes, un certain âge, etc., etc. Et tout ça n'est pas très attractif pour de nouvelles recrues, de nouveaux arrivants. Les ouvriers de la 11e heure, si on veut. Donc, cette démarche disjonctionnelle, elle court à sa perte nécessairement, parce qu'elle va s'assécher au niveau du recrutement. Donc ça, c'est le symptôme qui tue. En revanche, le groupe conjonctionnel, lui, il doit avoir une faculté, par le renouvellement du message, d'attirer à lui des gens qui n'avaient pas voulu se joindre aux anciennes représentations de l'astrologie, et d'attirer à lui des gens qui tout simplement voient qu'il s'agit d'un système relativement simple, qu'il n'y a pas de gens qui sont titulaires d'un savoir ancien et traditionnel, mais des gens qui sont tous en train de découvrir ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, et à ce moment-là, ça devient intéressant. Moi-même, d'ailleurs, dans les années 60, j'ai été attiré par l'astrologie du point de vue de sa tentative de renouvellement et de reformulation.
Autrement, dans le contexte actuel, tel qu'il est aujourd'hui, je ne serais jamais entré dans cette voie de l'astrologie.